Bonjour, je suis Mike Tyson, boxeur professionnel. Et aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui va bien au-delà du sport. C'est une histoire de lutte, d'espoir et de décision qui marque nos vies. Mais avant de commencer, je veux vous demander une chose. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait changer votre façon de voir les difficultés et comment les surmonter. Et bien sûr, si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Votre soutien est vital pour que nous puissions continuer à créer du contenu significatif. La boxe a toujours été une partie centrale de ma vie. Pour beaucoup, je suis connu comme l'homme qui a conquis le monde de la boxe, celui qui est arrivé au sommet à un très jeune âge. Mais derrière ces ceintures, ces titres et ces applaudissements, il y avait une histoire de lutte personnelle que peu de gens connaissent. La boxe, pour moi, n'était pas seulement un sport. C'était une façon de survivre, de trouver un but dans un monde qui semblait être contre moi dès le départ. Je me souviens que, dans ma jeunesse, chaque coup que je portais sur le ring était une manière de libérer ma colère, ma frustration et ma douleur. Mais c'était aussi un espace pour réfléchir. Pendant les entraînements, en particulier les longues courses à l'aube, j'avais beaucoup de temps pour penser. Je pensais à ma vie, à ma famille, aux amis que j'avais perdus, et surtout, à l'impact destructeur de la drogue sur les personnes autour de moi. Brownsville, mon quartier natal, était un endroit où la drogue ne détruisait pas seulement des vies, mais aussi des communautés entières. C'est pourquoi, en 1987, juste avant ma première défense de titre, j'ai décidé de participer à une campagne publique pour l'administration de contrôle des drogues, DEA. Dans ce message, j'encourageais les gens, en particulier les jeunes, à dire non à la drogue. Un message simple mais puissant, non. 2 lettres qui peuvent changer des vies. J'ai également enregistré des messages pour l'État de New York où je frappais un sac de boxe avant de regarder directement la caméra et de dire à tous de résister à la tentation et de rester à l'écart de ce chemin obscur. Mais c'est là que les choses se compliquent. Bien que je délivrais ces messages avec sincérité, ma vie personnelle était pleine de contradictions. À cette même époque, j'aidais financièrement un ami proche, Albert, avec qui j'avais grandi à Brownsville. Albert était impliqué dans le commerce de crack, et moi, voulant le protéger des dangers du quartier, je lui donnais de l'argent pour qu'il puisse rester indépendant. Parfois, c'était $5000, d'autres fois $20000. Je ne m'attendais jamais à rien en retour, ni même à des bénéfices de son commerce. Je voulais juste qu'il soit en sécurité, qu'il n'ait pas à dépendre d'autres personnes qui pourraient le mettre en danger. Cependant, mes bonnes intentions ne donnaient pas toujours les résultats espérés. Brownsville, dans les années 80, était comme un piège mortel, surtout pour les jeunes attirés par l'argent facile que promettait la drogue. Une fois que vous entriez dans ce monde, il était presque impossible d'en sortir. Peu importe combien d'argent je leur donnais, les racines des problèmes étaient bien plus profondes que ceux que je pouvais résoudre avec des billets de $100. Certains de mes amis les plus proches ont fini par perdre la vie dans ces circonstances. Albert, ainsi que d'autres amis, est mort en 1989, alors qu'ils avaient à peine un peu plus de 20 ans. Même un garçon de 16 ans qui voulait seulement faire partie de ce faux rêve de pouvoir et de richesse a perdu la vie. Ce furent des temps sombres pour moi. J'ai payé beaucoup d'enterrements à cette époque. Chaque enterrement était comme un coup de plus à mon esprit. Un rappel de la difficulté d'échapper au cycle de violence et de pauvreté qui marquait nos vies. Malgré ces tragédies, j'ai toujours essayé de garder vivante la mémoire des personnes qui avaient compté pour moi. Après avoir remporté mon premier titre, je suis retourné à Catskill, l'endroit où ma carrière de boxeur avait commencé, pour montrer ma ceinture de champion. Je l'emmenais partout avec moi pendant des semaines. Je dormais même avec elle. Un jour, j'ai décidé de visiter la tombe de Cus D'Amato, mon entraîneur et mentor, qui était décédé peu avant que je n'atteigne le sommet. J'ai apporté une bouteille de champagne avec moi, et en arrivant sur sa tombe, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai versé du champagne sur sa pierre tombale, et je lui ai promis de continuer, de porter son héritage avec moi dans chaque combat. Après cette visite à la tombe de Cus, quelque chose en moi s'est senti différent. Ce fut un moment de connexion avec le passé, avec tout ce qui m'avait mené jusqu'à ce point. Mais c'était aussi un rappel de ceux que j'avais perdus. Cus n'était pas seulement mon entraîneur. Il était comme un père pour moi.
sa foi inébranlable en mon potentiel est ce qui m'a permis de surmonter de nombreux défis. Bien qu'il ne soit plus physiquement à mes côtés, son héritage vivait dans chaque décision que je prenais. Un autre moment important de ma vie a été lorsque j'ai décidé de rendre hommage à ma mère. Elle a toujours été une figure clé pour moi, même lorsque nos circonstances étaient difficiles. Quand elle est décédée, nous n'avions pas les ressources pour lui offrir l'enterrement qu'elle méritait. Alors, des années après avoir remporté mon premier titre, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai fait exhumer son corps et celui de son partenaire, Eddie, qui était décédé peu avant l'un de mes combats les plus importants, et je les ai enterrés dans des cercueils en bronze. J'ai également fait ériger un monument de 7 pieds de haut sur sa tombe, un hommage qui assurait que sa mémoire ne serait jamais oubliée. Chaque personne visitant ce cimetière saurait que là reposait la mère de Mike Tyson. Ce geste était important pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de montrer du respect, mais aussi de maintenir vivante la connexion avec mes racines. Car, bien que ma vie ait changé radicalement, je n'ai jamais voulu oublier d'où je venais, ni les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin. Cette loyauté envers mes racines se reflétait également dans ma relation avec Brownsville, mon quartier natal. Je retournais souvent à Brownsville, même lorsque certains me conseillaient de ne pas le faire. Ils me disaient que c'était dangereux, que je n'avais rien à gagner en revenant dans un endroit aussi problématique. Mais pour moi, il était important de montrer que je n'avais pas oublié ma communauté. Plus d'une fois, j'ai rempli ma voiture de billets de $100 et parcouru les rues pour distribuer de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Peu importait s'ils étaient des connaissances ou des inconnus. Si je voyais quelqu'un dans le besoin, je l'aidais. C'était ma façon de redonner quelque chose à un endroit qui, malgré toutes ces difficultés, avait été mon foyer. Je me souviens d'une fois où j'ai rassemblé un groupe d'enfants des rues et les ai emmenés dans un magasin d'articles de sport. Je leur ai acheté de nouvelles chaussures, des vêtements, tout ce qu'ils voulaient. Pour eux, c'était un moment de bonheur dans un environnement difficile. Pour moi, c'était une manière de leur rappeler qu'il y avait de l'espoir, qu'ils pouvaient rêver de quelque chose de plus grand. Ce geste, bien que modeste, me donnait un sentiment de but. Je sentais que je faisais une différence, même de manière limitée. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que l'argent ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Les racines de la pauvreté, de la violence et de la drogue dans des endroits comme Brownsville étaient beaucoup plus profondes que ceux que je pouvais aborder avec une liasse de billets. Beaucoup de personnes que j'ai aidées sont restées piégées dans le même cycle de désespoir. Certains ont même perdu la vie malgré mes efforts pour les soutenir. Ce fut un apprentissage douloureux. Comprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde, peu importe combien tu essaies, a été une leçon qui m'a pris des années à accepter. Mais cela ne signifiait pas que j'allais arrêter d'essayer. Pour moi, chaque petit acte de gentillesse comptait. Chaque paire de chaussures que je donnais, chaque sourire que je provoquais, était une manière de lutter contre un système qui semblait conçu pour écraser les plus vulnérables. Au fil des années, je luttais aussi avec mes propres contradictions. Alors que je faisais des messages publics contre la drogue et parlais de l'importance de rester éloigné de ce monde, je continuais à soutenir des amis comme Albert, qui étaient profondément impliqués dedans. Je le faisais parce que je voulais les protéger, parce que je sentais que c'était ma responsabilité en tant qu'ami. Mais maintenant, en regardant en arrière, je comprends que ces décisions, bien intentionnées, n'étaient pas toujours les bonnes. La boxe était mon refuge, le seul endroit où je sentais que j'avais le contrôle. Sur le ring, il n'y avait ni contradiction, ni doute. Chaque coup que je portais était un rappel de ma force, de ma capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Mais en dehors du ring, la vie était beaucoup plus compliquée. Naviguer entre mon succès et les responsabilités que je ressentais envers ma communauté était un défi constant. Malgré tous les défis, j'ai toujours trouvé un moyen de rester connecté à mon but. Chaque fois que je retournais à Brownsville, je sentais que je récupérais une partie de moi-même. Voir les enfants de mon quartier, ceux qui grandissaient dans les mêmes rues difficiles où j'avais appris à survivre, me rappelait l'importance de leur montrer qu'il y avait de l'espoir, qu'il y avait une issue. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer les histoires de ceux qui n'avaient pas réussi à s'en sortir. En 1989, j'ai perdu plusieurs amis proches en très peu de temps. Albert faisait partie d'eux. Lui et d'autres jeunes, certains à peine adolescents,
ont perdu la vie en poursuivant des rêves de richesse et de statut qu'ils n'atteindraient jamais. Brownsville, comme beaucoup d'autres quartiers, était un endroit où les rêves pouvaient te coûter la vie. Ces pertes m'ont profondément marqué. J'ai payé des funérailles, visité des tombes et fait face à la douleur de voir des personnes que j'aimais disparaître les unes après les autres. Cependant, ces tragédies m'ont également poussé à aller de l'avant. Bien que je ne puisse pas changer le passé, je savais que je pouvais utiliser ma plateforme pour essayer d'influencer l'avenir. C'est alors que j'ai commencé à parler plus ouvertement de mon histoire, des luttes que j'avais affrontées et des leçons que j'avais apprises. Je voulais que les gens comprennent que, bien que le chemin soit difficile, il y avait toujours un moyen de s'en sortir. Mes gestes envers ma communauté n'ont pas toujours été compris. Les médias m'appelèrent souvent un Robin des Bois moderne, quelqu'un qui distribuait de l'argent sans réfléchir. Mais pour moi, ce n'était pas une question d'attention ou de gloire. C'était une manière de rendre quelque chose aux personnes qui avaient partagé ces premières années avec moi, quand nous n'avions rien. C'était une manière d'honorer nos racines, de montrer que, même si la vie m'avait emmené loin, je n'oublierai jamais d'où je venais. En même temps, je savais que je devais travailler sur moi-même. Même si je réalisais des choses incroyables sur le ring, en dehors de celui-ci, je luttais contre mes propres démons. Il y avait des jours où je sentais que le poids de mon passé était trop lourd. Mais la boxe était toujours mon refuge, l'endroit où je pouvais canaliser toutes ces émotions. Chaque victoire était un rappel que j'étais capable de surmonter n'importe quel obstacle, que mon histoire n'était pas définie par les circonstances dans lesquelles je suis né. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois une vie remplie de hauts et de bas. J'ai commis des erreurs, mais j'ai aussi appris d'elles. J'ai perdu des personnes importantes, mais je n'ai jamais laissé ces pertes définir qui je suis. Ce que j'ai appris au cours de ma vie, c'est que nous avons tous la capacité de changer, de grandir, de surmonter nos circonstances. Et c'est le message que je veux partager avec vous. Si vous êtes en train de faire face à des défis, si vous sentez que le monde est contre vous, je veux que vous vous rappeliez une chose. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous le pouvoir de changer nos vies, de prendre des décisions qui nous mènent sur un meilleur chemin. Et bien que ce chemin soit difficile, il vaut la peine d'être parcouru. Parce qu'au bout du compte, ce qui importe vraiment, ce n'est pas combien d'argent vous avez ou combien de titres vous remportez, mais comment vous utilisez votre vie pour faire une différence. Avant de terminer, je veux vous demander une chose. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'ensemble, nous pouvons continuer à construire un espace où les histoires de dépassement, d'espoir et d'apprentissage peuvent toucher plus de personnes. Merci d'être là, de prendre le temps d'écouter mon histoire. J'espère qu'elle vous inspire à croire en vous, à vous battre pour vos rêves et surtout à ne jamais abandonner. Parce que si moi, un garçon de Brownsville, ai pu surmonter les adversités et trouver mon but, vous pouvez le faire aussi. La vie est pleine de secondes chances, et c'est à nous de les saisir. Mike Tyson partage une histoire inspirante de lutte, d'espoir et de dépassement qui transcende la boxe. De son enfance à Brownsville à son chemin vers le succès, il réfléchit sur les décisions qui ont marqué sa vie, les défis qu'il a affrontés et comment il a utilisé sa plateforme pour influencer les autres. Un message puissant sur la résilience, la loyauté et le fait de ne jamais abandonner. Découvrez comment transformer l'adversité en force. Histoire surprenante de boxe, anecdotes uniques et les secrets les mieux gardés du ring. Ici, vous trouverez ceux qui ne se racontent pas sur le ring. Abonnez-vous et vivez la boxe d'une autre perspective.